Ouverture aujourd'hui à Yaoundé au Cameroun du sommet mondial sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Nous en parlerons avec un armateur, M. Bakary Salim Maguiraga. Décoration des minicars et transports en commun, la calligraphie de plus en plus sollicitée. Au Mali, préparatif de la présidentielle, le président Dioncounda Traoré rencontre les responsables de la classe politique. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Cameroun accueille aujourd'hui et demain le sommet des chefs d'État concernés par les questions de sûreté et de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Pour en parler, M. Bakary Salim Maguiraga est notre invité, mais avant, on plante le décor grâce à ce reportage de Thomas Guissambi. La piraterie maritime est l'un des plus anciens crimes internationaux et un problème persistant à l'échelle mondiale depuis des décennies. Elle représente un danger croissant pour toute entreprise concernée par le transport maritime, rendant de fait ce type d'activité potentiellement très risqué. Selon le Bureau maritime international, plus de 4000 actes de piraterie ont été enregistrés les 20 dernières années avec environ 2500 actes entre 2000 et 2006. Une des zones les plus touchées aujourd'hui par le phénomène, le golfe de Guinée. Selon le Bureau maritime international, le nombre d'actes de piraterie dans la zone a dépassé pour la première fois des attaques dans le golfe d'Aden et dans l'océan Indien, avec 966 marins attaqués contre 851 au large des côtes somaliennes. Le coût de marchandises volées en 2012 dans le golfe de Guinée s'élève à plus de 50 milliards de francs CFA. Avec la montée du danger, les pays concernés, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Togo se réunissent depuis ce 24 juillet au Cameroun. Question de parler de préservation du potentiel économique, de la sécurité des populations et du renforcement de la stabilité de la sous-région. Monsieur Bakary Salim Maguiraga, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes armateur à la pêche. Déjà, dites-nous ce que vous faites exactement et quelle est la différence avec les autres armateurs. Un armateur à la pêche, c'est celui qui affrète, qui arme et exploite un navire de pêche pour donc des campagnes de pêche dans les eaux territoriales d'un pays donné dont il bat pavillon. Alors, on parle de ce sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire dans la partie de l'océan Atlantique au sud-ouest de l'Afrique. Alors, un sommet pour parler de la criminalité, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter de la piraterie dans le golfe de Guinée pour la simple raison que les pirates ont deux objectifs. C'est les captures des cargaisons de navires ou les équipages ou tout autre contenu de valeur qui sont transportés par ces navires. Il va de soi qu'avec l'extraction du pétrole de plus en plus dans le golfe de Guinée, dont la Côte d'Ivoire d'ailleurs va devenir très prochainement un très grand producteur, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, mais il va sans dire également qu'il faut prendre des mesures supplémentaires pour surveiller cet espace qui sera vital pour notre pays et pour toute la région ouest africaine. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette région? Vous qui êtes armateur et qui êtes souvent sur les eaux, comment vous vivez cette situation? Nous vivons avec inquiétude parce que nous avions disposé en son temps de 4 patrouilleurs, donc la sécurité maritime était assurée. Malheureusement, depuis 1999 jusqu'à ce jour, nous n'avions plus la souveraineté, donc la surveillance sur l'espace maritime ivoirien, notamment pour ce qui concerne dans l'immédiat les eaux territoriales, la zone exclusive économique, les eaux internationales, comme le nom l'indique, appartenant à toutes les puissances ayant les moyens de survenir aux compagnies d'assurance. Alors la rencontre de Yaoundé, on la présente comme la plus importante organisée, jamais organisée. Est-elle vraiment la solution pour éradiquer ce fléau? Mieux vaut tard que jamais. Je vous ai dit tout à l'heure, le Nigeria était le premier producteur de pétrole en Afrique, avec les puits de pétrole que vous avez et tout ce que nous avions connu dans le golfe du Niger comme attaque. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est producteur de pétrole, la Guinée équatoriale l'est, d'autres pays le seront. C'est effectivement une décision très importante pour nos États, nos chefs d'État, de se réunir pour une fois
est de prendre à bras le corps ce problème et d'essayer d'y apporter des solutions qu'il faille. Parce que comme pays, seul ne peut éradiquer le problème de la piraterie avec les moyens dont disposent aujourd'hui ces pirates. Alors donc, vous l'avez cité, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Je crois qu'il y a eu 3 incidents en la matière en 2013. Oui, en 2013, la Côte d'Ivoire a été malheureusement le point de départ de 3 détournements d'actes de piraterie et de navires qui, si nous n'y prenions garde, pourraient coûter assez cher à la Côte d'Ivoire sur le plan portuaire. Parce que nos ports risquent d'être désertés. Le panier de la ménagère pourrait en souffrir, puisque le riz et toute autre marchandise qui serait transportée, dont il y a quand même 90% par les navires, subirait une hausse au niveau des assurances. Et cela se répercuterait sur le consommateur final. Donc il est plus que temps que nous prenions des mesures dès maintenant pour garantir notre sécurité maritime, tant dans le cadre de la ressource halieutique que de la sécurité au niveau du transport. Alors, première mesure proposée aujourd'hui par les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest centrale, ils ont plaidé aujourd'hui pour le déploiement d'une force navale internationale. Est-ce la solution? Non, c'est une des solutions, mais elle ne peut pas être la solution. Il faut que nos États mutualisent, je prends le cas de mon pays, donc la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire commence d'abord par mutualiser ses moyens en interne par la douane, la gendarmerie, les fusiliers marins, les affaires maritimes ivoiriennes et la marine nationale. En mutualisant les moyens de cet ensemble, nous pourrions déjà avoir une surveillance sur les eaux territoriales. La zone exclusive étant suffisamment vaste et les eaux internationales, à partir de ce moment-là, nous allons envisager la coopération régionale et internationale. Mais dans l'immédiat, ne disposant d'aucun moyen, nous allons faire avec ce qu'il y a. Alors donc une force internationale, une force navale internationale, oui, mais en interne, il faut trouver aussi des solutions. Absolument. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'être passé nous voir sur ce plateau pour nous éclairer. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, on poursuit avec cette bonne nouvelle. La République fédérale d'Allemagne abandonne toute sa dette vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait d'une dette de plus de 250 milliards de francs CFA. Et vous le voyez en image, la matérialisation de cette décision ce matin. Signature d'accord entre la ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Kabaniale, et l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Karl Prinz. Ces accords portent sur une annulation immédiate avec plus de 13 milliards destinés au financement de la protection du parc de la Comoué. Et l'Afrique du Sud qui retient son souffle, l'état de santé de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela s'est aggravé. Au cours des dernières 48 heures, les nouvelles du héros national n'ont jamais été aussi alarmantes. Hier, la présidence avait déjà appelé la nation et le monde à prier pour Madiba. Les heures passent et l'inquiétude grandit autour de l'état de santé de Nelson Mandela. Le héros de la lutte contre l'apartheid va très mal, pourrait-on dire. De l'état stable, il est depuis les dernières 24 heures dans un état jugé critique. La nouvelle a été annoncée par le président Jacob Zuma. Il s'est exprimé ce lundi matin en ces termes. Les médecins font tout leur possible pour assurer son bien-être et son confort. Mais n'étant pas médecin, je ne pourrai en dire plus. Fin de citation. L'état de Madiba est donc devenu plus critique 17 jours exactement après son hospitalisation dans une clinique de Pretoria. À l'instar des Sud-Africains, le monde entier est dans l'attente. Le président américain Barack Obama devrait normalement être au Sénégal le 26 juin prochain. Il compte profiter de sa présence en terre africaine pour rendre visite le samedi suivant au premier président noir sud-africain à Pretoria. Du côté des Sud-Africains, on intensifie prières et intercessions. On s'intéresse à la décoration des véhicules de transport. On a fini par s'habituer aux textes, dessins et portraits faits à l'arrière ou à l'avant des woro-woro et des mini-cars de transport appelés communément baka. Si un corps de métier tire profit de ce phénomène, c'est bien les calligraphes. Ces artistes ont vu leur service de plus en plus sollicité. Juliette Ouya. Je ne t'en veux pas.
Bonne chance, Wurufator ou encore Faisons la paix, c'est Dieu. Autant de calligraphies en français, malinké ou arabe, dessinées à l'avant ou à l'arrière des véhicules destinés au transport en commun dans le district d'Abidjan. La majorité des Baka ou Woro en font un leitmotiv, soit pour louer Dieu, soit pour se donner du courage face aux difficultés de la vie, ou encore en souvenir d'une personne chère. Gloire à Dieu, ça signifie bénir ma voiture. C'est pour porter une bonne heure à ma voiture pour ne pas qu'il va avoir les ennuis sur la route. Alors, il croit en Dieu. Devant mon véhicule, je mets toujours la patience était un chemin d'or. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi-même, je travaille pour moi et j'ai aimé aussi ce écriture. Je ne t'en veux pas. Je ne veux pas. Je n'aime pas ce que tu penses de moi, je ne pense pas comme ça, quoi. Il y a beaucoup d'hommes qui me demandent pourquoi Fitini Lasta. Je dis c'est le nom de ma femme qui est Fitini. Parce qu'elle est très belle. C'est une très bonne femme. J'ai mis en même temps Fitini Lasta. C'est comme ma première chance, quoi. Les célèbres contemporains tels que le footballeur italien Mario Balotelli ne sont pas oubliés. Balotelli, c'est un joueur italien. Ouais, il me plaît, c'est mon fan. Il me plaît parce que c'est un noir, il fait beaucoup en Europe, quoi. Il me plaît. Les calligraphies sur les Baka et Woro suscitent souvent le rire, mais il n'en demeure pas moins qu'elles reflètent le quotidien des populations du district d'Abidjan. Toujours dans le domaine du transport, direction le Ourodougou, plus précisément à Tienengwe, une localité dans le département de Mankono. Les opérateurs du secteur ont décidé de réglementer le trafic. Tout n'est cependant pas rose. Des barrages pléthoriques sur le tronçon Boaké-Tienengwe font grincer des dents. Franck Kouadio. Une voyageuse en pleine négociation avec des convoyeurs. Une scène tranquille de gare routière à laquelle s'habituent depuis quelque temps les habitants de Tienengwe, sous-préfecture à environ 66 km du chef-lieu de département Mankono. Il y a moins d'un an, ici, tout n'était que désordre et anarchie. Combat et chauffeur, il est l'un des initiateurs du retour à plus d'organisation. Avant, les chauffeurs chargeaient ici sur le goudron en désordre. Maintenant, moi, j'étais à Abidjan quand je suis venu au village. J'ai appelé mes amis chauffeurs. J'ai dit on a qu'à décider maintenant pour organiser à la gare. On a fait des petites équipes à la sortie de Tienengwe, à la rentrée. Si les voitures qui rentrent, on les fait garer. Une meilleure visibilité du trafic et des prix harmonisés. 2000 francs pour rallier Boaké et 6000 francs pour Abidjan. Les passagers ne semblent d'ailleurs pas s'en plaindre. Tout aurait pu être bien dans le meilleur des mondes, mais un verre cependant dans le fruit, dénoncé par les transporteurs. Nous, les chauffeurs, on est trop emmerdés. On Boaké, Tienengwe, il y a trop de barrages. Et même s'il y a toutes les pièces, ils vont de payer l'argent. Tous ont alors les yeux rivés sur la brigade anti-raquettes dont ils disent ici avoir eu connaissance de l'existence il y a seulement quelques jours. Puisque nous y sommes, nous restons dans la région du Ourodougou où la radio Al-Bayan est désormais accessible aux auditeurs. Pour les autorités administratives, cet outil va contribuer à renforcer la cohésion sociale. Lancement officiel de la radio confessionnelle islamique, c'était samedi à Séguéla. Franck Kouadio. Écouteurs branchés au téléphone portable, ces jeunes garagistes testent les 89.6 FM, la fréquence de la radio nationale islamique Al-Bayan dans le Ourodougou. Nous sommes au quartier Grand Garage à Séguéla et à 2 pas sur cette place, un studio mobile. Les premiers sons sont distillés en direct. Alors, avant la cérémonie officielle, nous avons l'agréable plaisir, n'est-ce pas, de recevoir pour vous M. Soumaoro Suleiman, qui est un des cadres de la région. L'idée d'une station relais de la radio Al-Bayan dans le Ourodougou est partie de cette dame, fonctionnaire internationale soutenue par les cadres et autorités administratives de la région. C'est un outil capital pour nous, dans le sens de la mobilisation, dans le sens de la culture de la cohésion sociale, parce qu'à travers cet outil, nous pouvons leur parler directement. Une radio confessionnelle islamique, un outil de développement, mais aussi un moyen de rapprochement des peuples et de leurs croyances. Et c'est même une chrétienne qui exhorte les imams de la région à s'investir de cette mission. J'encourage beaucoup les imams, que c'est maintenant que le travail va commencer réellement. D'abord, un travail du bon berger. Radio Al-Bayan sera la cause de la distribution
de l'islam. C'est-à-dire Dawa va prendre succès et évolution à travers Radio Al-Bayan, Inch'Allah. La station de Séguéla est la 7e implantée par la Radio Al-Bayan sur le territoire national. 2 autres stations relais sont en chantier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.